Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, une édition qui sera consacrée à la chèvre, The GOAT, Lionel Messi. Ça sera notre édition spéciale pour la venue du grand Argentin en MLS. Comme d'habitude, c'est Patrice Bernier qui est avec nous, le capitaine éternel. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour Fred, on a de la grande visite. Ben oui, Frédéric Laure avec vous. Ben oui, écoute, on a sorti les gros guns. Si la MLS et Miami se tapent ou sont allés chercher Lionel Messi, on est allé chercher notre propre GOAT, notre propre chef, c'est selon M. Jérémy Filosa qui est avec nous. Monsieur Filosa, bonjour. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, merci d'accepter notre invitation parce que c'est un moment, en plus aussi, le timing est bien choisi parce que Lionel Messi revient à MLS, en fait, arrive en MLS, fait que c'est un méga moment. Alors, qui d'autre que Monsieur Tapis Rouge lui-même? Monsieur, si vous ne connaissez pas Jérémy Filosa, probablement, pesez sur pause puis faites un petit Google. Sinon, je pense que 99,9% de notre auditoire te connaissent, Jérémy, assurément. Bon, avant d'aller dans Lionel Messi, Jérémy, Oui. la semaine dernière, on pense que 11 Montréal est thérapeutique. On s'est inquiété de ta santé mentale parce qu'on trouve que tu t'inquiètes beaucoup, peut-être trop un peu pour Matko Miljevic. On voulait te donner l'occasion de savoir où tu en étais dans ton cheminement. Est-ce que tu as fait un deuil de Matko Miljevic? Où tu en es finalement? Non, Parle-nous de ça pour en commencer. fait, c'est drôle quand vous avez parlé de ça, je vous écoutais, puis je m'inquiète zéro pour Matko Miljevic. Zéro, mais comme dans zéro. En fait, ce qui arrive, c'est que moi, quand je vois une situation où un joueur disparaît de la carte sans raison ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais aller poser des questions. Et quand j'ai pas des réponses précises et une semaine plus tard, la situation persiste, c'est sûr que je vais revenir à la charge et je vais essayer de poser des questions pour que les partisans puissent avoir des réponses. Parce qu'on va se le dire, je veux dire, avec tout ce qu'on nous disait sur Matko Miljevic au camp d'entraînement, c'était le remplaçant à Georgi Mihailovic, ça nous fait tellement mal de voir qu'il s'est blessé, il allait tellement bien, on comptait sur lui pour le début de l'année. Là, le gars revient, et puis, écoute, il a été, comme on dit dans le bon monde du sport, healthy scratch, 3 des 5 derniers matchs, alors qu'on cherche des solutions à la position de numéro 10. Donc, vous comprendrez comme moi que c'est un petit peu bizarre. T'as raison. C'est un petit peu bizarre. T'as raison, puis il faut insister là-dessus, puis c'est pour ça, on parle de ton obsession, mais tu as raison de poser la question. C'était le remplaçant de Miljevic, dès qu'il est Mihailovic, pardon. Oui. Dès qu'il est arrivé, Olivier Renard a clairement indiqué, puis c'est ça la stratégie d'Olivier Renard, il ne va pas chercher quelqu'un quand le gars est parti, il va chercher quelqu'un avant que, techniquement, l'autre part. Donc, on dit toujours que le joueur le plus important, c'est le suivant, parce que c'est ça qu'on dit, c'est pas celui qui part, c'est celui qui suit. Si c'est le joueur le plus important, puis moi, je ne le vois pas sa feuille de match, soit qu'il est blessé, ou il est suspendu, ou il se passe quelque chose. D'une façon ou d'une autre, il faut que je pose la question, c'est sûr. Bon, on s'inquiète. On s'inquiète pour toi, puis on espère que Os Montréal est thérapeutique aussi. Fait que voilà. Hey, étends-toi les pieds, parce qu'on va parler de Lionel Messi. Ça va prendre. Écoutez, on va parler dans l'autre segment du match des étoiles. Nos votes pour le match des étoiles, Patrice et moi, mais avant, il faut parler de ça. Pat, on commence avec toi, Lionel Messi. Y a-tu. Parce que j'ai l'impression que tout le monde, même si ça fait 2 ans à peu près qu'on en parle, j'ai l'impression qu'hier, tout le monde a été surpris. Tout le monde, les bras leur ont tombé. Est-ce que les bras t'ont tombé quand tu t'es dit, aïe, c'est confirmé, Messi s'en vient en MLS? Ben, je ne vais pas dire surpris parce que son nom circulait, mais je vais avouer que quand tu regardes les options qu'il avait, tu te dis, la MLS, ça ne sera pas numéro 1, numéro 2. T'sais, déjà là, le cœur, c'était FC Barcelone, mais moi, j'ai compris que c'était compliqué, puis qu'en plus, la façon qu'il est sorti, il y a beaucoup de pouvoir d'influence à l'interne au Barça. On fait des choses pour dire qu'on le fait, mais on sait qu'on ne va pas le faire parce que ce n'est pas possible. Puis après ça, je me dis, mais on lui a offert 1 milliard en 2 ans. 1 milliard de dollars! Exactement. Donc, tu te dis, bon, moi, je me dis, moi, je ne ferais pas ça parce que je ne considère pas que la Ligue Arabie Saoudite, c'est si emballant que ça, à part pour le montant d'argent que tu apportes. Je me dis, ouais, pourquoi pas un coup en MLS? Et finalement, tu entends hier, oui, parce que tu t'entendais, il a rencontré Laporta, fait qu'il est à Barcelone, fait qu'il va sûrement aller à Barcelone. Puis là, il dit ouvertement dans une entrevue, non, je m'en vais à l'Inter de Miami. Et je voulais aller à Barcelone, fait qu'il était très honnête, mais j'ai compris que c'était complexe puis que mon arrivée allait compliquer la situation de d'autres. Donc, j'ai pas voulu être. Il a été un bon garçon. Je pense que le monde comprend que Lionel Messi, il ne veut pas déranger les gens. Et là, il arrive à l'Inter de Miami, puis il dit, wow, attends, c'est 7 ballons d'or.
c'est le meilleur joueur en actualité. On peut dire ce qu'on veut, Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur en actualité et il rentre dans la conversation Diego Maradona, Pelé, meilleur joueur de tous les temps. Ouais, mais avec la Coupe du Monde cette année, là, avec la Coupe du Monde cette année, il pourrait être le Ballon d'Or facilement, puis il pourrait être le Ballon d'Or pendant qu'il porte les couleurs d'Inter Miami. Oui, exactement. Parce qu'il est déjà un peu favori parce qu'on dit, bon, il a gagné la Coupe du Monde, donc ça lui donne un pas d'avance sur d'autres. Puis s'il reçoit le Ballon d'Or, ben, il serait joueur dans la MLS, ce serait une première pour la MLS. Puis en plus, là, on va sûrement parler, mais tout ce qui est marketing, financier, Apple, la vision, l'image que la MLS veut avoir pour rayonner plus loin, pour se dire on fait partie de la sphère de l'élite, ben, Lionel Messi, il n'y a pas plus grand. Puis s'il gagne la Leagues Cup, c'est le Ballon d'Or assuré en plus. En plus, c'est sûr. Hey, Jérémy, là, ce que le podcast va essayer de faire, c'est de mesurer à quel point c'est big, à quel point c'est gros pour la MLS, puis c'est gros pour le sport nord-américain. Est-ce que c'est plus gros, Messi, que l'arrivée de Beckham en 2007, d'après toi? Parce qu'on pourrait parler de Pelé, je pense que Pat le soulignerait, mais on n'était pas vraiment là, nécessairement. Moi, j'étais trop jeune pour mesurer l'arrivée de Pelé avec le Cosmos à l'époque. Beckham, je peux le mesurer. Est-ce que c'est plus gros, Messi, que Beckham dans les circonstances? Écoute, là? Moi, je vais dire attendons, parce que Beckham a quand même mis la MLS sur la map. La MLS est déjà présentement sur la map et plusieurs vont dire, on a peut-être une chance justement de s'approcher des grands championnats européens en faisant venir, bien sûr, le plus grand joueur de tous les temps. C'est vrai. Mais Beckham, premièrement, il a réussi à être en santé. Il a réussi à donner un spectacle, marquer des buts, amener son équipe à un championnat. Et ça, il faut que Messi le fasse encore. Tu sais, je veux dire, je regarde du côté de Toronto avec Insigne, la balloune a dégonflé très, très, très vite. Si on regarde la grosseur de la balloune l'été dernier, est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui? Tu sais, si Messi n'est pas en mesure de performer parce qu'il est blessé ou quoi que ce soit, ou parce que l'équipe est faible autour de lui et on n'arrive pas à avoir du succès, ça n'aura peut-être pas l'effet qu'on espère. Donc, moi, je te dirais, attendons de voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est massif, c'est grand. Je pense que c'était l'objectif numéro 1 d'Apple TV quand ils ont signé ce contrat-là. C'était d'aider la MLS à faire venir Messi. Maintenant, il faut que ça se concrétise sur le terrain. Tu sais, quand Beckham est arrivé, la MLS était à 13 équipes aussi. On dit, j'ai lu ce matin que Beckham a vendu, l'année qui est arrivée, le LA Galaxy a vendu 700 fois plus de maillots qu'il l'avait fait l'année précédente. Je ne sais pas si c'est un vrai chiffre, mais c'est sûr que ça a dopé les ventes de maillots. Ce que ça va faire, en gros, pour les gens qui nous écoutent, vous le savez, mais on va le dire. Les billets vont en avoir plus et plus cher en MLS en général. Déjà, le contrat télé, Apple, déjà, ils se disent, ça y est, on va rentrer, je ne sais pas si on va rentrer plus dans notre argent, mais ça va générer plus d'argent. Il y a des joueurs aussi qui vont voir ça, qui vont aimer les médias sociaux aussi. Écoute, juste le PSG a perdu 2 millions d'abonnés quand Messi a officialisé son départ. Fait que c'est un gars qui bouge l'aiguille, comme on dit en bon anglais. Jérémy a mentionné quelque chose sportivement, Pat. J'ai un peu de peur. Parce que Messi ne défend pas. Ça, c'est sûr. On l'a vu au PSG. Puis c'était même un problème du PSG parce que tu avais 3 joueurs qui ne défendaient pas. Ça va prendre des porteurs d'eau derrière. C'est un joueur en même temps aussi qui est tellement haut niveau que ça y prend aussi des bons joueurs autour de lui. Mais l'Inter à Miami, c'est pas top en ce moment. Ça va-tu fonctionner sportivement? On a-tu raison de s'en inquiéter un peu de Lionel Messi? Oui, écoute, déjà là, je vais rajouter pour la partie financière, PSG, en 6 mois, ils ont eu plus d'argent que ce qu'ils ont payé Messi. Donc, pour la Ligue, pour Apple, c'est sûr, là, tu as des commanditaires qui vont embarquer. Puis c'est pas juste l'argent d'Apple, c'est l'argent qu'Apple va pouvoir générer grâce aux droits des images de Lionel Messi. Puis Inter Miami, disons-le, sont passés de 1 million de followers sur Instagram à 5,6 en une journée. Donc, ça fait à 5,3 ce matin, on enregistre en après-midi. J'ai vu tout à l'heure, c'est 5,6 maintenant. C'est ça. C'était 4,8 hier soir, 5,3 ce matin, 5,6 cet après-midi. Juste pour vous donner, Lionel Messi, c'est 468 millions de followers. C'est plus que LeBron James, plus que Tom Brady, mis ensemble. OK? Puis même les autres vedettes dans la... Mais sportivement, c'est là que c'est son compte Instagram est écœurant. Il met des recettes, il met des... qu'est-ce qu'il met d'autre aussi? Il se met son vous allez voir, là, on va en voir sur Lionel Messi, mais non. Vas-y. Sportivement, ça marche. Vrai. Sportivement, c'est vrai. Comparativement à Beckham, la différence, c'est que Beckham, il était très bien entouré. Landon Donovan, Robbie Keane, même que tu avais Juninho ou d'autres joueurs, c'était à chaque position, les gars, ils faisaient partie un peu de l'élite de la Ligue. Donc, il était dans le FC Barcelona de la Ligue. LA Galaxy était l'équipe
de la Ligue. Lionel Messi arrive, l'Inter Miami, ils sont bons derniers ou dans les derniers. Pour ce qui s'agit de marcher, ça ne m'inquiète pas parce que quand tu regardes les Carlos Gil, les Acosta, ils le font, ça. Ils défendent peut-être un peu plus, mais ils ont des rôles libres. C'est là maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre alentour de lui? Moi, je m'attends cette année, à la fin de l'année, il va y avoir un dégraissage de l'effectif de Miami pour amener les amis de Messi, ou du moins un contingent argentin pour qu'ils se sentent confortables, qu'ils se sentent avec des joueurs qui est habitué, puis qu'on est le meilleur de Messi. C'est ça la réalité. On parle déjà de Tata Martino comme coach ou Guillermo Schelotto. Puis là, j'ai lu, ça a l'air qu'il y a une proximité entre Guillermo Schelotto. Oui, Schelotto, puis lui, ancienne gloire, notamment du coup de Columbus. Oui, Columbus, il a coaché la Galaxy. Puis même lui, il y a 2-3 ans, il a dit, moi, je verrais bien Lionel Messi. Puis surtout, s'il vient, il va falloir qu'un contingent argentin arrive. Là, on parle Di Maria est libre à Juventus. Ça ne veut pas dire qu'il va venir. Mais je veux dire, si on va dire sportivement, la réalité de contrat de ces joueurs-là tombe à pic pour Miami. Mais ils ont Joseph Martinez, ils ont Campagna qu'ils ont signé dernièrement, il y a des Pizarro. Donc, il y a des joueurs qui vont devoir être transférés, sortis de contrat pour amener une équipe compétitive et au standard de ce que Lionel Messi est, considéré comme un des meilleurs de tous les temps et surtout le meilleur joueur en activité. Puis tu l'as vu statistiquement, il continue à marquer des buts, à faire progresser les buts. Donc, c'est pas un joueur qui est en grand déclin, mais il faut qu'il soit entouré de certains des meilleurs joueurs dans cette ligue, dans son équipe. Je pense que c'est 16 buts, 16 passes avec le PSG cette année aussi. Avant d'aller, parce que Jérémy, je veux t'entendre au niveau marketing par rapport à Messi, mais moi, je pense, par rapport à ce que tu viens de dire, Pat, et c'est mon cheval de bataille depuis longtemps, la MLS va commencer à enlever ses petits trous aussi au niveau de la structure salariale. Là, ça devient de plus en plus évident que je pense qu'il va y avoir un plafond et un plancher. Il faut contrôler les dépenses. Ça fait partie de l'attrait pour les investisseurs. Mais il faut qu'à un moment donné, là, il ne faut pas que, justement, il y a plus de TAM pour avoir un joueur à côté de Messi puis qu'on va se taper un gars de, tu sais. Il va falloir que cette ligue-là enlève les petits trous tranquillement, du moins cette structure un peu alambiquée salariale. Ce qu'ils pourraient commencer à faire, c'est au moins forcer les équipes à utiliser leur place de joueurs désignés. Un peu comme, par exemple, dans la Ligue nationale où tu as un plancher salarial aussi, c'est-à-dire que si tu as 3 places de joueurs désignés, tu te dois de les utiliser. Ce serait déjà un début. Là. Alors, moi, je ferais seulement, écoute, je ferais une masse, plancher-plafond. Je vais ajouter Cherundolo, LAFC, perdre la finale, il l'a dit. Ouais. Pour être en compétition avec les Mexicains, il faut avoir plus de joueurs de qualité. Ça vient avec plus d'argent. Puis, tu sais, si vous avez vu la structure de... Mais en ce moment, tu es obligé de plus d'argent. C'est ça l'affaire. Parce qu'on revient à signer 14 fois 1 million sur ton effectif ou non, une mais fois c'est ça, 14 mais quand millions, je dis plus d'argent, c'est que là, l'argent, elle est TAM, GAM. C'est comme, je peux pas utiliser cet argent-là sur tout le monde. Donc, là, maintenant, normalement, par 2027, il ne devrait plus y avoir de TAM, ça devrait devenir du GAM. Et le GAM, on sait, c'est pour utiliser dans l'effectif. Donc, c'est 7 millions de dollars avec la masse salariale qui va monter à 5 millions par 2026. Ça fait 13 millions. C'est l'argent que les équipes dépensent déjà pour la majorité de leurs équipes. Donc, donne-la, puis aux équipes de bien utiliser cet argent-là. Puis après ça, si tu veux dépenser plus, c'est comme vous l'avez dit, un plafond, puis un plancher, et puis des taxes en fonction de ceux qui veulent dépenser jusqu'à un maximum. Parce qu'on sait qu'on ne veut pas que, LSI va aller mettre 100 millions maintenant sur un joueur, Atlanta aussi. Non, on veut rester dans une limite de, OK, tout le monde dépense à quoi? 24-25 millions? Donc, si tu es entre 15 et 25, tu dépenses. C'est là que le spectre, puis ces petits trous-là sont là parce que c'est le spectre de la NASL. On a parlé de Pelé, il est arrivé, puis c'était un one-man circus. Là. C'était une équipe qui tournait à travers la ligue. Ça semblait les Harlem Globetrotters. C'est ça que c'était devenu la NASL presque à la fin, si je comprends bien. Alors, il y a ce traumatisme-là qui reste. OK, marketing. Écoute, Jérémy, puis on l'a vécu avec Drogba aussi, ici un peu dans une autre mesure. Mais Messi, quand on va lui demander de faire une entrevue ou comment on va le gérer au marketing, quand tout le monde va vouloir, encore une fois pour la graphie anglaise, quand tout le monde va vouloir un morceau de Lionel Messi, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas un gars qui aime les entrevues, c'est pas un gars qui aime les spotlights nécessairement. Non, mais écoute, il faut que ça fasse partie du raisonnement de pourquoi il s'en vient ici. Tu sais, à l'époque où Beckham était là, puis on a eu la chance de le croiser, il est venu jouer ici. On a eu accès à lui, premièrement dans la salle de conférence. On a eu accès à lui directement dans le vestiaire. Je me souviens pas si c'est avant ou après le match ou peu importe. Mais s'il vient pas ici avec l'idée
de faire comprendre que son but, son objectif, c'est de faire grandir le soccer, faire grandir la MLS pour qu'on arrive en 2026 à une sorte de paroxysme, ben écoute, il passe à côté. Donc, oui, il y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur du terrain. On se souvient que Beckham faisait les shows de fin de soirée aux États-Unis et tout ça. Il y avait une rumeur que pour Beckham, là, ça ne s'est jamais avéré, que dans son deal un peu créatif comme Messi, qu'il y avait une participation, il devait être le hosté en bon français, le Saturday Night Live. On aurait dû le voir à un moment donné. Il avait supposément dans son contrat le fait qu'il anime une soirée de Saturday Night Live. C'est il l'a jamais fait. C'est exactement ça. Puis je pense qu'écoute, si Messi s'en vient dans l'équipe de Beckham, ben probablement que Beckham et lui ont déjà eu des discussions par rapport à ça et il comprend un peu son rôle en s'en venant ici. Donc, peut-être avoir un podcast Beckham-Messi. Peut-être, ce serait bon. Pourquoi pas? Hey, tu le fais-tu jouer au stade? Tiens, Jérémy, t'es Gabriel Gervais. Ouais. Tu te bats dessus en ce moment pour dire, hey, en février ou mars, Messi, puis au stade olympique? Moi, c'est sûr que je voudrais voir ça au stade olympique parce que veut pas. On pense au match de Beckham. Qui ne se souvient pas de ce match-là? Il avait marqué un but fantastique. C'était au stade olympique. On avait vendu pourquoi 30 000 billets. On menait 1-0. Je n'ai pas besoin de savoir ça, David Beckham également. Jérémy, c'est son problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est le faire dans la plaie, il tourne ça, lui. Tu veux créer des événements et tu veux que le maximum de personnes possibles ici au Québec viennent assister à un match du CF Montréal, que ce soit Messi ou pas, parce qu'on veut que ces gens-là aient du plaisir, apprécient et se disent « je vais y retourner, je vais retourner voir cette équipe-là ». Donc, il faut que le maximum de personnes possibles au Québec puissent assister à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est clair que si j'en ai l'opportunité, j'essaie d'organiser ce match-là au Stade olympique. Ça, c'est juste mon opinion. Pat, je suis cynique, là. Il y a deux choses. Il y a à faire du turf, mais on n'ira pas là. Mais juste, mettons, avec la tarification dynamique qui a été inclus, puis c'était la... Bref, en même temps, le buzz que ça fait quand, au mois de juillet prochain, au mois d'août prochain, quand Messi vient au Stade Saputo, puis les billets les moins chers sont à 2000 $, ça fait un bon buzz quand même. Ce que je veux te dire, c'est que moi, c'est sûr, le maximum de personnes qui peuvent le voir, mais quand tu es club, le maximum d'argent que tu peux faire, c'est pas en allant au Stade olympique. Non. Regarde, les billets maintenant, pour l'Inter de Miami, pour le reste de la saison, ils ont tous commencé à monter en échelle. Parce qu'il y a juste 20 000, 25 000 places. Puis ça, je ne parle pas juste à Miami. Je parle des matchs de Miami qui soient à l'extérieur. Donc, il fait qu'un billet qui, je pense, j'écoutais l'ami Tony Marinaro qui dit qu'il a acheté des billets puis que maintenant, ils sont rendus à des milliers de dollars. Bien, quand tu regardes une équipe qui dit, attends, moi, je mets 20 000 places, prime ticket, parce que c'est Lionel Messi qui vient, star attraction, puis ça va te coûter beaucoup plus cher louer le stade olympique pour faire plus d'argent que 20 000 places puis achète ton billet au prix qu'il est demandé. Moi, on pourrait vendre des billets dans le booth de diffusion aussi. De toute façon, sur mes booths, en plus. Accès à côté, live, pendant la diffusion, à voir. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, je voudrais pas que ce soit un événement où seulement les plus riches peuvent y assister. T'sais, il faut que ce soit un événement où les plus jeunes des familles puissent y aller et dire « Hey, papa, tu t'en souviens-tu quand tu m'avais amené au stade olympique? » C'est ça, c'est important. Puis ça, tu essaies de bâtir quelque chose pour le futur. Donc, il y a encore des événements qui ont eu lieu, même le Manic dans les années 80, et les gens s'en souviennent encore. Donc, non, je suis d'accord, voilà. Mais moi, je pense que tu l'as dit, quand on a eu 60 000, David Beckham qui marque le but, ils ont célébré son but là, quand on a joué. On jouait à demi. Oui, c'est sûr. Juste comme en point, ces joueurs-là sont au-dessus de la sphère de la MLS. Mais c'est un sacré but aussi. Hein? Mais en même temps, je me dis, je suis certain que les gens ils font comme « Hey, c'est Messi qui vient. Je ne sais pas quand ça va la dernière fois. Moi, je vais mettre l'argent pour aller voir ce gars-là. » Les stars vont toujours être plus... Les gens, malheureusement, on va se le dire, ne sont pas encore suffisamment attachés à l'équipe de l'Impact ou du CF Montréal pour dire, ben notre équipe, c'est plus gros que les joueurs étoiles. Quand Zlatan s'est fait expulser du match au Stade Saputo, tu avais à peu près 75 % des gens qui étaient déçus. Mais là, tu dis, écoute, c'est un avantage pour notre équipe. Là, on va jouer à 11 contre 10 le reste du match. Non! Les gens avaient payé pour voir Zlatan et ils étaient frustrés de voir qu'il a été expulsé.
aussitôt dans le match. Donc, écoute. Moi, je pense qu'il y a du mainstream. Tu as raison en partie, mais il y a une base, il y a une bonne base aussi. Hein. Il y a les deux, moi, je pense. Les deux sur ce côté. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Juste, je veux t'entendre parce qu'il nous reste 2-3 minutes. Peut-être Jérémy aussi, peut-être sur Apple, parce qu'on a été créatif à Apple, Adidas. Il y a un peu de tout là-dedans. On ne saura même pas toutes les ramifications de son contrat, même jamais, j'ai l'impression. En tant qu'amateur de sport, puis en tant que gars qui consomme du sport, ça te fatigue ou tu comprends? Non, écoute, je suis content de voir qu'on a été capable de mettre ensemble autant d'entités pour qu'on puisse s'entendre et trouver une solution. Tu as l'équipe qui verse 50 millions de salaire. Tu as ensuite de ça Adidas qui fait une entente supplémentaire pour les ventes de chandails et tout ça. Tu as Apple TV qui est prête à faire un partage des revenus pour les nouveaux abonnements. Ensuite de ça, tu as la possibilité soit qu'ils deviennent partenaires à l'Inter Miami ou qu'ils achètent une équipe d'expansion. Ben, tout ça, à la fin de la journée, peut-être qu'il va regarder le milliard qu'on lui offrait du côté de l'Arabie Saoudite et qu'il va se dire, ben finalement, je ne suis pas si pardon que ça. Au bout de la ligne, la valeur des franchises augmente, explose. En plus, ma femme est très, très heureuse d'être au soleil de la Floride. Donc, écoute, non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Une signature d'un joueur, tout sport confondu, où il y a autant d'entités qui doivent venir ensemble pour convaincre un joueur de signer. Moi, je suis très, très, très content de voir ça. Très heureux de Messi, J'aurais Vegas, pensé que ça aurait été plus compliqué que ça. Ouais. La concession, ce serait peut-être Vegas, ce serait lui aussi. Hein, ce serait un marché à exploiter aussi. Pat, on finit. L'autre aussi, on va finir là-dessus, mais c'est la même semaine, on parle d'amateurs de sport, c'est la même semaine, on arrache Messi, de ce qu'on comprend, à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite prend le contrôle de la PGA. Ça, c'est Fred, théorie du complot. Est-ce qu'il y a un lien? Ou peut-être pas, mais il y a de quoi qui se passe. Là. C'est une grosse victoire contre l'Arabie Saoudite. Écoute, c'est pas juste ça. Ça arrache aussi les talents européens. Parce que Benzema, Kanté, ils s'en vont en Arabie Saoudite. Là. Il y en aura d'autres qui vont suivre. L'argent guide tout le monde vers l'argent que le Qatar ou l'Arabie Saoudite a. Pour moi, ça dit aussi que c'est fort que Messi, lui, a choisi de venir en MLS que de suivre les autres de l'autre côté. Puis c'est vrai, écoute, là, on ne parle pas de quelqu'un qui va être pauvre, là. Il n'a pas refusé, il a refusé 1,4 milliard, mais il va faire une centaine de millions de dollars pareil. Non, c'est ça. Puis je pense que l'arrivée de Ronaldo là-bas, avant lui, ça lui a quand même permis, je crois, d'avoir une certaine opinion de qu'est-ce que ça peut représenter d'être une aussi grande star et de jouer là-bas. Ce qu'on entend, c'est que Ronaldo, présentement, n'a pas nécessairement beaucoup de plaisir et que peut-être même qu'il voudrait sortir de cette entente-là. Donc, peut-être que ça a été bon pour Messi de voir comment Ronaldo vivait, lui, la situation là-bas et de prendre une décision peut-être un peu plus éclairée. Là. Cristiano, si tu nous écoutes, il y a une place à Orlando aussi, peut-être. Ou quoi qu'à Montréal, un attaquant ne se fait pas de mal aussi devant. Ça ne rentre pas dans le projet. Aussi, pour ce que Messi dit, moins de pression, c'est que là, il était attendu. Ligue des champions, il faut qu'il la gagne. Il faut qu'il la gagne. Il faut qu'il la gagne. Puis en allant à l'Arabie Saoudite, ça aurait été un peu la même pression. Quand tu arrives en Amérique du Nord, le monde va être en admiration de lui en majorité du temps. La pression va être, c'est sûr, il ne va pas être inconnu. Tout le monde va le suivre. Mais je dirais, il s'en va là en disant qu'il y aura moins d'attente pour moi. J'ai gagné la Coupe du Monde. Moi, je ne m'en vais pas là pour refaire glorifier Barcelone ou Paris Saint-Germain ou Manchester City. Là, je viens jouer parce que je veux prendre du plaisir et ma famille va avoir une vie plus normale, si on peut dire, en étant... En même temps, quand il est allé à Miami, je parlais des gens qui y restent, puis des commentateurs, quand il est allé à Miami, il ne sortait pas de chez eux. Non, mais c'est pas un sorteur, là. C'est juste que lui, il n'y aura pas les gens qui vont venir frapper à sa porte ou les partisans de Paris Saint-Germain. On n'est pas content, tu ne donnes pas ce qu'on donne. Les gens de l'État de Miami ne vont pas venir le déranger. Ils vont pouvoir avoir une vie plus normale, si on dit. Mais c'est pas un joueur normal. Je sais exactement où est son condo, soit dit en passant. À Sunny Isles. Oui, je connais même l'édifice. Je serais curieux de voir la prochaine fois que je descends en Floride s'il y a des curieux qui s'installent de l'autre côté de la rue. On va mettre un homme là-dessus aussi. Il a gagné la Ligue des champions UEFA. Qui gagne la Ligue des champions de la CONCACAF. Il faut voir, c'est un peu plus difficile de la gagner aussi. C'est son prochain défi. Déjà là, qui joue une bonne saison, qui passe les séries éliminatoires. Ça, cool. Merci, Jérémy, d'être passé à 11 Montréal. Écoute, ceci dit, on n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais
on va checker John Herdman dans du coin des prochains mois, les prochaines semaines aussi. Hein. Je pense que Absolument. il est dans sa sélection. S'il n'y a rien de est-ce qu'il lève normal, le il nez? n'y a rien de Non, mais surprenant dans ce qu'il fait, là. Donc, je suis Rien très, de très, très surprenant? excité pour la Nations League, très excité aussi pour la Gold Cup. Et hier, j'ai posé la question à John Herdman concernant, par exemple, Sirois Chouanière. Il m'a dit, écoute, présentement, nous sommes dans un mode où il faut qu'on commence à gagner des trophées. Ce groupe-là doit commencer à gagner des trophées pour en prendre l'habitude. Et il a dit, notre seul et unique objectif, c'est de gagner la Nations League, c'est de gagner la Gold Cup. Et il a dit, à partir du mois de septembre, on va jouer des matchs amicaux et ce sera le moment pour inclure de nouveaux joueurs dans notre groupe. Je pense que je suis prêt à respecter ça. Voilà. Peut-être, peut-être. En même temps, j'aime bien le fait qu'il y a des gens en forme, puis il faut cultiver le vivier, en quelque sorte, s'assurer qu'il y a de la relève, puis qu'il y a un peu de compétition aussi. Fait que des on-attach, il me semble qu'on était passé à un autre appel. Ça, c'est chat échaudé craint l'eau froide, je pense. ça, c'est le coach qui joue avec ses joueurs qu'il connaît, donc qui ont bâti ce qu'il est là en place. Donc, c'est aussi de la confiance envers les joueurs qui peut-être n'ont pas de contrat, mais que lui, il considère que ont été là les 2-3 dernières années, puis qu'il sait ce qu'il va avoir d'eux autres. C'est sûr. Ah bon, Jérémy Filosa, on t'écoute au 98.5 sur ton balado, sur Apple TV, dans ton driveway, puis par moment en Floride aussi. Et voilà, exactement. Vous ne pouvez pas me Merci manquer. d'être passé à Si Hausse vous Montréal. suivez l'actualité du CF Montréal, vous allez me retrouver en quelque part, c'est certain. All right. OK, Merci, Capitaine Éternel, Jérémy. reste là parce qu'on a un bulletin de vote à remplir, toi puis moi. OK, à tout de suite. Salut. Bon, on est de retour pour cette deuxième partie. Patrice Bernier, Frédéric Laure avec vous aussi, toujours sur 11 Montréal. Merci de nous télécharger à chaque semaine. D'ailleurs, abonnez-vous, ça nous aide dans le fil, dans votre fil de balado ou encore sur la chaîne YouTube. Ou encore les deux, pourquoi pas, s'il y a des hoarders parmi vous. OK, hey Pat, tu sais comment j'obsède un peu, je veux vraiment bien faire mon travail aussi, et quand on m'envoie un bulletin de vote comme on le fait pour le match des étoiles, c'est important pour moi de le faire comme il faut, parce que il y a beaucoup de gens et même des professionnels aussi qui remplissent leur bulletin de vote de façon un peu aléatoire. Moi, je pense, notamment, c'est important pour les joueurs parce que c'est un bonus de signature aussi si tu es choisi, ça c'est un. Oui, tu reçois une prime de la Ligue pour avoir été un joueur étoile sur cette saison-là. Fait que je veux vraiment bien le faire. Là, c'est facile de chialer à dire que la Ligue, encore une fois, cette année, c'est mal adapté. Parce que le bulletin de vote qu'on nous a envoyé, on peut pas le changer nécessairement. C'est pas une mauvaise affaire aussi parce qu'on veut s'assurer d'avoir des défenseurs latéraux, des right back, des left back aussi en bon français. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il y a 3 joueurs offensifs, mais c'est 3 attaquants, 2 milieux, je dirais plus offensifs. Et puis un numéro 6. Ça, c'est un milieu défensif, ça c'est certain. 2 défenseurs centraux puis un gardien de but aussi. Ce que ça fait, parce que moi, j'ai 3 joueurs qui étaient, je ne sais pas si c'était comme moi, il y a 3 joueurs qui rentrent dans cette équipe-là direct, sans que je me pose la question. Puis là, on va partir de mon bulletin de vote, puis tu me corrigeras. Denis Bouanga à LFC, ça c'est réglé. Il est du côté des attaquants, ça c'est réglé. Thiago Almada, je pense qu'il est au-dessus, puis son début de saison, même si ça va moins bien par les temps qui courent, je pense qu'il est au-dessus. Thiago Almada est là-dedans. Puis Hani Mukhtar, assurément aussi. Qui, lui, va super bien. Puis même survole la Ligue depuis le début. Le problème, c'est que Mukhtar puis Almada, c'est 2 milieux de terrain pour eux. Fait que ça m'enlève... Je peux pas, dans cette équipe-là, ajouter Lucas Zelarayan, qui est le 3e meilleur pointeur de la Ligue présentement en passant. Ouais. Si tu additionnes les buts et les assists aussi. Hector Herrera à Houston, je ne sais pas si tu l'as vu jouer. Moi, écoute, c'est lui que pour les added goals, OK, là, on va parler beaucoup puis on vous donnera des liens de sites si vous voulez explorer tout ça, mais dans les added goals, c'est-à-dire les buts ajoutés en somme, là, qu'on peut ajouter à une équipe, c'est le premier dans la Ligue. Dans les joueurs de champ, c'est le premier. Il ne peut pas être sur mon bulletin de vote parce qu'Almada et Mukhtar, ils sont. Lucho Acosta, qui s'en vient meilleur, qui a eu début de saison de Stutt, mais qui est en grosse forme présentement. Puis Edouard Lovin de Saint-Louis. Ils sont pas là. Bof. OK. Fait que mes 2 milieux sont faits. Il me reste 2 attaquants à choisir. Tu me diras, c'est un qui rentre,
sur Christian Benteke. Ouais, Ça je te pense va? que c'est un no-brainer. Un, c'est un profil de la Ligue. Deux, le coach de la place, c'est Wayne Rooney. Donc, si lui peut rentrer un joueur, c'est sûr, il va rentrer un de ses. Si Benteke n'est pas choisi en popularité, c'est clair que Wayne Rooney va le rentrer en tant que joueur que lui, il a sous la main. Puis moi, je pense qu'il est top 5 meilleurs marqueurs de la Ligue cette saison. Donc, Benteke rentre. Il rentre dans la connexion avec Denis Bouanga. Puis moi, j'ai Jordan Morris Ah qui ouais? est dans cette conversation-là. Parce que le truc, c'est aussi les gens, quand le vote, là, ça se fait maintenant, mais beaucoup des votes populaires sont faits par rapport à ce que tu as fait jusqu'au mois de mai à peu près. Donc, moi, Jordan Morris, c'était le meilleur marqueur jusqu'à présentement, il est un peu plus en panne. Puis après ça, tu as Yao Klaus de Saint-Louis qui rentre fort probablement dans cette conversation-là en tant que meilleur. Là, il y a Moi, je 40 les ai, ans mais. qui est populaire présentement, qui marque bien maintenant, mais tu sais, Ouais. en tout cas, il y a beaucoup trop d'attaquants. Il y a très beaucoup d'attaquants qu'on peut choisir, là, au moins. Mais je OK. dirais Bouanga et Benteke, ça, c'est sûr. C'est ça, parce qu'on part par en haut, on a Benteke Bouanga, c'est des locks pour nous deux. Il reste une place, donc. Moi, j'ai considéré Morris, Klaus aussi de Saint-Louis aussi, Morris de Seattle, Cucho Hernandez de Columbus, qui est pas mal aussi. Là, il va Puis, bien présentement, oui. ouais, puis Giacomakis aussi de Atlanta, qui marquait à chaque Ouais, match. lui, il y avait une super série là, de comme 4 ou Hmm. 5 matchs avec au moins un but. Là, donc, Mais ma dernière place, parce que parmi mes critères, là, moi, je veux prendre les meilleurs, mais je veux aussi récompenser les équipes qui sont dans le top du classement. OK? oui. Fait qu'il y en a deux là-dedans. Il me reste deux, moi, par élimination. Julian Carranza de Philadelphie, qu'on a vu contre Montréal la semaine dernière, puis Christian Espinoza aussi. Ouais, Puis moi, lui, moi, je pense qu'il va au-dessus des autres parce que lui, depuis le début de la saison, il performe. Puis Tu sais, Espinoza? oui, oui, San Jose, s'ils vont bien, c'est parce que, tu sais, je dirais qu'il est dans un, c'est un peu comme le fait de Montréal, il est dans un marché qui ne le glorifie pas. Et même si tout le monde sait dans la ligue que ce gars-là il fait vraiment bien et que c'est une pièce importante et un des joueurs meilleurs créateurs, ou du moins joueurs les plus dangereux de la ligue, moi, je mets Espinoza. Et là, c'est qu'il n'a pas le même glamour que Almada, Mukhtar ou même Acosta, mais Espinoza, il performe vraiment bien à San Jose. Les arguments pour Espinoza. C'est 8 buts, 3 passes pour Espinoza présentement. Écoute, il est top, il est virevoltant, puis c'est lui qui fait marcher l'attaque, notamment de San Jose. Ça, c'est sûr. Puis tu as raison, sa constance, et, moi, je la trouve extraordinaire. À chaque fois que je regarde San Jose, puis il va falloir que je regarde des matchs de Espinoza puis de Carranza pour les départager en ce moment pour mon bulletin de vote. Mais il est premier dans la stats, on parle beaucoup de buts projetés, mais les assists projetés, c'est lui le premier. Ça me dit que justement, il est peut-être pas super bien entouré, puis qu'il y a peut-être des gars Non, qui ont mais raté un peu de ses passes aussi. c'est ça. Tu dis avec qui il joue Espinoza. Puis c'est pas de manque de respect, c'est que les autres sont des marchés où on met des profils. Almada, il a quand même Arao, Giannoutakis, ils sont là. Tu as d'autres joueurs qui ont des outils alentour de eux qui les aident. Espinoza, nommez-moi un autre joueur de San Jose. Quelqu'un qui est fan dit donnez-moi un autre San Jose. Vous n'en avez pas beaucoup, là. Là, il y a peut-être Ebo Bissé, mais je veux dire, c'est Espinoza qui fait que ça fonctionne là-bas. Donc, ça, c'est un joueur qui doit être une étoile parce qu'il n'est pas une étoile brillante au niveau de profilage et dans un marché qui n'est pas très en vue dans la ligue. L'argument pour Carranza, par contre, c'est que moi, je pense qu'il fait marcher Philadelphie. Quand j'ai dit Oui, je voulais non, récompenser les équipes, Philadelphie, c'est en termes de points par match, là, c'est la 4e meilleure équipe de la Ligue aussi. Puis si je ne mets pas Carranza, je ne pense pas que je vais avoir un gars de Philly dans mon 11 de départ, puis ça serait une faute éthique, à mon avis. Par contre, puis lui aussi, tu sais, dans la pression de Philadelphie, puis j'en ai parlé avec Jim Curtin, puis il disait, tu sais, puis ils ont changé de 4-4-2 en losange. Personne ne jouait comme ça, sauf Philadelphie depuis la nuit des temps. Puis on disait, c'est leur identité, leur identité. Curtin, il m'a dit quelque chose qui m'a fait allumer, puis je pense qu'il y a un argument de poids pour la candidature de Carranza. Il dit, oui, c'est notre identité, mais notre identité, c'est qu'on est une des seules qui joue à 2 attaquants. Puis nos 2 attaquants sont importants dans ce système-là, dans la pression, puis dans l'effort qu'ils mettent. Puis Carranza est au cœur de ça. Michael Houwa a juste marqué dans 3 matchs cette saison, même s'il y a 6 buts cette année. Ouais. Fait que ça, c'est l'argument pour Carranza. 6 buts, Je dont pourrais 3 peut-être me contre le mettre. CF Montréal. Pardon? Je dis 6 buts, dont 3 contre le CF Montréal. Mais C'est mais la moitié contre une seule équipe. Fait que c'est ça, mon dilemme. Fait que je vais Ouais, continuer non, une Carranza, semaine. je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un bon joueur. Moi, je dirais
juste parce que je trouve qu'il est il monte en puissance là, tandis que Espinoza, pour moi, depuis le début de la saison, il performe. Et Carranza, c'est pas que je l'aime pas, je pense que lui aurait son trait. On pourrait parler de Gazdag. Là-bas, Philadelphie, c'est que tu dois mettre tu dois mettre. Je pense qu'il y a d'autres joueurs comme Andre Blake et Glesnes ou peut-être Jack Elliott qui ont du poids à vouloir rentrer comme défenseurs parce que les défenseurs, bon, il n'y en a pas une tonne. Tu as raison, puis c'est tough. Les défenseurs, c'est le plus tough. OK, on va descendre. Là, Almada et Mouktar sont dans mon milieu de terrain, milieu défensif. Écoute, là, c'est plus difficile, mais il y a quand même des c'est drôle parce que c'est là que j'aurais mis Hector Herrera. Moi aussi, même chose, mais il n'est pas disponible là. Sauf qu'ils le mettent dans une catégorie où tu dis, ben, tu es obligé de choisir entre tous ces gars-là quand tu sais que tous ces gars-là, ce sont des joueurs qui performent. C'est ça. Mais dans une certaine mesure, c'est fair parce que Herrera joue un peu plus haut aussi. C'était un 8, vraiment box-to-box pour le Dynamo. Fait que je suis pareil. Moi, Herrera, je le mettais 6, puis quand j'ai ouvert le bulletin de vote, il n'était pas disponible. Fait que ça me donne milieu de terrain. J'ai considéré Gaston Brugman au LA Galaxy, qui est top, mais ils sont derniers de la Ligue, les Galaxy. Fait que je peux pas le récompenser, mais moi, je continue à dire que les Galaxy, je peux pas prédire qu'ils vont faire les séries, mais c'est une bien meilleure équipe que ce que le classement nous donne en ce moment. C'est là que des fois, tu sais, qu'on est un peu... c'est chiant pour lui, Brugman, parce que est-ce qu'il est considéré comme un des meilleurs à son poste? Ben oui. Donc, même si l'équipe performe pas, s'il est un des meilleurs à son poste, ben, il faut le récompenser parce que c'est lui qui fait le mieux ou un des mieux à son poste. Ou sinon, on va juste toujours récompenser les gars à cause que l'équipe est en première place. C'est eux. Tandis que Brugman, s'il n'était pas là, est-ce que ça irait encore plus pire, les Galaxies? Donc, puis s'il est considéré un des meilleurs à ce poste-là, moi, je trouve que son nom reflète d'être là, une récompense de lui, le joueur, et non pas juste son équipe. Mais en même temps, j'ai pour ce bulletin parce que seulement 11 places, j'ai insisté sur je veux récompenser les équipes qui sont au top. Ça, moi, ça fait partie de mon éthique. Mais tu as raison, les considérer. Le gars que moi, je mettrais là parce que son équipe performe quand même pas pire, puis je ne sais pas s'il rentre dans cette catégorie, c'est Aiden Morris. Maison. C'est un que j'ai considéré. C'est pas lui que pour l'instant je choisis, mais que j'ai considéré. Aiden Morris, c'est la surprise de l'année. Il est hallucinant. Oui. Ouais, non, franchement, là, il marque des buts. Tu sais, avant, on le considérait juste comme un travaillant, puis voilà, c'est le gars qui fait le travail sale pour Darlington Nagbe ou quand Arthur était blessé, c'est lui qui a pris la place. Mais là, cette année, avec Wilfried Nancy, il marque des buts, il contribue offensivement, puis il a démontré que il a plus à sa palette de joueurs. Et puis qu'au point que là, non, les États-Unis et le Canada se battent pour ses services. Donc, moi, je dis que c'est un jeune joueur qui mérite cette saison le petit push pour peut-être que c'est Don Garber le fera son joueur, son choix de joueur qui, s'il n'est pas voté populairement ou par DC United, par l'entraîneur Wayne Rooney, qui soit un choix extérieur. Puis il y a Dax McCarty là-dedans qui peut-être aura le push du commissaire parce que on ne sait pas s'il va continuer après cette saison-là. Puis il vient juste de battre le record de 400 matchs. Il rentre dans la catégorie des 400 matchs et plus en MLS. Penses-tu que John Herdman pourrait le convaincre d'aller avec le Canada finalement? Parce que ce qu'on a dit, c'est que, son cœur est aux États-Unis. Ça se peut très bien que les États-Unis le sélectionnent pour la Gold Cup aussi. Il va y avoir beaucoup de joueurs de MLS, est-ce qu'on comprend pour les États-Unis? C'est ça qu'il veut, c'est ça qui fait que depuis qu'il est jeune, mais il est disponible pour le Canada. Ben, c'est intéressant quand ils ont mis son nom sur sélectionnable par le Canada. Il a mis un tweet ou je pense que c'est un Instagram où c'était comme tu vas où ce que tu es le plus you're the most wanted. Ça semblait impliquer que le Canada m'a appelé, moi. Il semble me montrer de l'intérêt. Les États-Unis, on parle de moi, mais j'ai pas vraiment eu d'appel. Fait que je crois qu'il y a un travail à faire là-bas de dire hey, regarde notre équipe, toi, tu nous apportes un plus, puis regarde comme on est jeune. Tu peux aller chez les Américains, mais tu vas déplacer qui? Tyler Adams? Weston McKennie? Et puis comme ça, Moussa? Il dit, est-ce que tu vas vraiment passer devant eux? Tandis que nous, avec le Canada, tu rentres dans la... T'es sûr de passer devant tout le monde. Ouais. Tu vas être comme, il y a Eustachio, puis on peut te mettre quasiment à côté parce qu'il y a Koné, ou on peut mettre vous les trois. Tu rentres quasiment dans l'alignement partant pour nous autres. Donc, non, mais dans un cycle de 3 ans, est-ce qu'Aiden Morris peut partir en Europe puis peut justement... Est-ce qu'il y a une courbe de progression qui peut faire ça? Je pense que cette saison, s'il y en avait qui se disaient OK, c'est un bon joueur MLS, jeune joueur, il a des atouts, mais son athlétisme
fait ce qui fait qu'on parle de lui en MLS. Là, à cause qu'il a marqué des buts et peut-être parce que le style de Wilfried Nancy, ben, ça a peut-être dit, hey, ce gars-là, il peut jouer. Il est capable de faire autre chose que juste gagner le ballon puis donner le ballon aux autres. Là, et donc, je pense qu'il gagne des points d'intérêt pour des équipes européennes. Et on verra cet été ou à la fin de la saison, pour cette saison, si ben voilà, lui aussi, il se dirige de l'autre bord de l'Atlantique. Et là, clairement, après ça, il va s'ouvrir une porte pour l'équipe nationale, que ce soit américaine ou canadienne. Mais on verra. Peut-être qu'il va être appelé à la Gold Cup d'une de ces deux équipes. On est, c'est pas, ouais, on est moyennement sexy. C'est comme, oui, la Coupe du Monde, c'est vraiment le. Je vais faire. Ah, Non, je vais me retenir. OK, je tourne ma langue parce qu'on cette a eu fois. la Coupe Je du vais Monde, faire donc une là, maintenant, comparaison. quand tu arrives à la Gold Cup, tu te dis, bon, on a eu le plaisir de voir la Belgique, le Maroc, Mais ça. la Croatie, puis là, tu te dis, on va affronter les petits pays qui sont moins glorieux, qui fait que le Canada doit se rendre, pour moi, doit se rendre en finale. OK, fait que tu aurais Aiden Morris là. Moi, j'ai pas lui finalement pour l'instant. J'ai aussi considéré José Martinez de Philadelphie. On est pour le 6, le milieu défensif de Oui. Lui, c'est. Noah à Cincinnati aussi, qui est pas pire, mais qui est pas leur MVP en ce moment. Mais je veux dire, Victor, c'est comme c'est pas sexy pour le match des non. étoiles. Ouais, mais Martinez. je fais pas ça que Non, je dis. moi, je vote pas pour sexy. Non, Même je si, dis. Moi, je suis d'accord avec toi parce que tu dis, ben, Cincinnati, ils font de quoi de bien? Puis ouais. c'est qui les joueurs qui font bien? Cacosta, Nobodo, Matt Miazga, le gardien de but. Mais je dirais pour la MLS, on sait bien que c'est peut-être Martinez qui va passer en premier ou des joueurs qu'on parle de dans la Ligue. Même si nous, comme tu as dit, Brugman, peut-être il va être snobé parce qu'il joue dans une équipe qui fait beaucoup moins bien. Mais, sais-tu quoi, mon 6 préféré? Puis il joue dans l'Ouest aussi. Puis ça, puis j'ai pas vu les derniers matchs, mais João Paulo de Ouais, Seattle. je pense que tu aimes Top. juste dire ton nom. Ouais, je pense que c'est ça. On sait bien que quand lui est en forme, c'est comme le gars qui sait tout faire. Il récupère, il fait jouer, il peut te mettre des frappes de 25 mètres, il peut te mettre des super buts. C'est comme le 6 hybride que je pense que toute équipe aimerait avoir parce que tu sais qu'il peut tout faire. Comme Martinez, il est bien, mais il est beaucoup là pour gagner le ballon puis dire hey, voilà les autres, allez vous exprimer. Puis il fait un excellent travail. Mais João Paulo, c'est comme le meneur de jeu numéro 6 que tu veux avoir dans ton équipe. Top 10 tackle, top 10 interception, João Paulo, parce que je comparais notamment à Nwobodo. Ouais. Top dans le percentile pour les passes de progression aussi. Ah non, C'est je te quelqu'un dis, João Paulo, qui fluidifie le jeu. c'est Seattle, deuxième meilleure défense de la Ligue derrière Nashville. Pour l'instant, c'est João Paulo qui est 6 pour moi. Bon, on n'est pas contre. Hey, tu parlais de Cincinnati. Par contre, j'ai appelé mes contacts à Cincinnati, puis j'ai demandé si vous aviez, parce que là, il y a juste une place pour un joueur de Cincinnati qui est la meilleure équipe présentement en MLS. S'il y avait un joueur que vous... c'est qui votre MVP en ce moment? Puis on m'a répondu Alvaro Barreal. Non, ben moi, je le mets piston gauche. Ouais. Je l'ai vu, là, après, c'est sûr qu'il a joué contre Montréal, joué un bon match, mais j'ai porté attention un peu plus à lui. Puis c'est vrai, cette saison, Cincinnati, ça va bien, mais à gauche, il est vraiment menaçant. Il est fort probablement présentement le meilleur latéral gauche dans la Ligue. Et il apporte par ses centres. Ça fait bien. On sent qu'à Cincinnati, il y a beaucoup de joueurs qui ressortent beaucoup plus qu'on avait peut-être, qu'ils étaient là depuis 2-3 ans, mais qui, là, on dirait qu'ils sont au bon moment dans leur équipe et puis ils se connaissent mieux. Il y a des bonnes bases, mais Barreal, oui, tu le mets à gauche. Moi, c'est sûr, c'est un autre qui est un no-brainer quand tu dois mettre un latéral gauche sur le terrain ou un piston gauche. Fait que ça fait mon joueur de Cincinnati à gauche. À droite de la défense, bon, il y en a plusieurs. J'ai 5 noms. J'ai Mo Farsi. Oui, ça, c'est mon choix. Yes, qui joue bien à Columbus. Mon choix, bon, c'est cœur, puis en même temps, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il a quand même, tu sais, dans les secteurs passe pour les pistons droits ou latéraux, il est dans les top 5, top 6. Et puis, franchement, tu sais, il monte en puissance. On en parlait par rapport au salaire. C'est un gars qui, parce que tu lui payes et ce qu'il te donne, c'est mieux. Tu vas-tu, Pat, l'appeler pour lui dire que le Canada, c'est plus sûr que l'Algérie? Ben après ça, tu peux pas enlever. Il y a des joueurs qui ont du cœur, puis c'est des genres de choses que quand il était dans la conversation d'équipe nationale canadienne olympique, il était là, puis on t'oublie, puis on te parle plus. Puis là, tu dis, c'est ça. Là, on fait comme t'emmerdes pas mal, hein, des parle joueurs. de moi parce que là, je performe en MLS, pourtant, j'étais dans la conversation.
Puis là, peut-être que le cœur aussi pousse plus pour l'Algérie. Là, tu ne peux pas enlever. Il y a des joueurs qui préfèrent mieux jouer pour l'autre nationalité. Mais comme j'ai dit, c'est des joueurs que je trouve que c'est comme Diadine Abzi qui est canadien, qui joue en Ligue 2. Ben, c'est des joueurs qu'il faut que continuellement tu parles. Puis moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont éclore, puis tu vas dire ah ouais, viens jouer pour le Canada. Puis là, on va dire oh, tu m'appelles maintenant parce que le tapis rouge. Mais quand j'étais dans la conversation olympique, vous avez oublié de me contacter. Donc, ces joueurs-là vont choisir l'autre nationalité. Ça, c'est un immense problème, le nombre de rassemblements, puis justement le nombre de suivis aussi, puis les listes, ultimement, qui ne changent pas chez les jeunes aussi. Ça, je sais que ça a ulcéré pas mal de joueurs dans l'histoire, ça. Oui, bien, en plus, ils n'ont pas eu de camp. Pour enlever, on peut dire ce qu'on veut, Mauro Biello, mais ils n'ont pas eu de camp. Ils se sont présentés 7 jours avant d'aller à la qualification. Puis voilà. Hey, salut tout le monde, on apprend à se connaître, on s'en va essayer de qualifier pour les Jeux olympiques ou pour les Coupes du monde. Donc, c'est difficile, mais ouais, par rapport à Mo Farsi, après ça, c'est comme Aiden Morris. Ben, fais le travail d'essayer de les amadouer parce que là, le Airdman, il fonctionne avec ah ouais, j'ai mes joueurs maintenant, mais tu ne sais pas s'ils vont être performants les 3 prochaines années. Donc, il faut que tu aies l'étoffe d'avoir 2, 3 joueurs par poste. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 3 ans, blessure. Tu comptes sur Alphonso Davies, c'est vrai, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que tu as un remplaçant pour Samadé Bouquet qui, là, joue pas aussi bien qu'il y a 2 ans? Donc, tu as besoin des mots farcis, des gens qui profondeur puis qui rentrent, mais ils n'ont pas beaucoup de matchs amicaux. Fait que, non, mais prends des Osorio qui est passé qu'il y a 30 ans, ou qu'il y a 31, je mets Osorio, prend oui, un gars Eustachio 31. et ne rajeunit pas non plus dans 3 ans. Il y a 3 ans de plus. Eustachio, on sait qu'il faut être là encore, il est fin. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas, Morris, la profondeur n'est pas top, là. Ouais, la jeunesse, puis là, malheureusement, ils n'ont pas assez de matchs amicaux pour. Mais bon, voilà. Right back, farci, mais j'ai aussi Alex Roldan, plus ou moins. Brooks Lennon joue super bien cette année, un but 6 passes décisives à Atlanta, c'est bien, mais j'ai déjà un joueur d'Atlanta. Puis Brooks Lennon, au test de l'œil, hein, parce que c'est ça aussi, il faut les regarder, c'est pas juste les stats. Richie Larea, au test de l'œil, c'est le joueur de Toronto. Ouais, moi, personnellement, si tu regardes s'il y a lueur d'espoir, c'est comme on parlait de Mathieu Choignard quand Montréal, ça n'allait pas aussi bien. Ben, Richie Larea, c'était le seul que tu peux dire. Il était encore dans l'équipe de la semaine pendant que l'équipe ne faisait pas si bien. Ouais. Donc, pour moi, il est là. Puis il y a Mosquera de Portland aussi qui fait bien. C'est vrai. Je pense, comme 2 buts, 2 passes ou 3 buts, 2 passes en tant que latéral droit. Mais moi, je mets Richie Larea en premier. Là. Même si c'est un gars de Toronto, il faut que j'avoue qu'à son poste, Toronto, ça fonctionne bien quand Richie Larea joue bien. Le joueur, par contre, que je mets, moi, je pense, en ce moment, sur mon bulletin de vote, John Gallagher à Houston. 5 buts, 2 passes. Oui, c'est un latéral gauche, mais il peut jouer à droite. Puis il a marqué un super but contre Toronto, je pense. Oui. Franchement, ouais, c'est vrai qu'il performe vraiment bien là, à gauche ou à droite. Fait que voilà, à droite, là, les défenseurs centraux, là, je me perds. Puis là, c'est là le gros problème, puis c'est ça le gros défaut de ce vote-là, c'est parce que tu peux pas. Cette année, c'est plus difficile de voir les matchs parce que tout est en même temps. Fait que j'ai pas vu une tonne. En fait, j'ai vu beaucoup de matchs, mais je suis pas capable de prendre la mesure de qui est le meilleur défenseur centraux. Fait que moi, j'ai juste fait une chose. J'ai juste fait la liste des meilleures défenses en MLS. Okay. Les meilleures défenses, Nashville, Seattle, ça c'est en ordre. Hein? Nashville, Seattle, LAFC, Philadelphie, Cincinnati, puis les Red Bulls. Fait que j'ai juste plugué 2 joueurs. Nashville, je pense que le meilleur défenseur, ça reste Zimmerman. Oui, tu sais que je sais que beaucoup parlent de son acolyte, là, Mayer, parce que Zimmerman a été blessé, puis l'autre, il a joué toute la saison. Mais c'est comme si on dirait que Zimmerman, je trouve qu'il est toujours propre. Il ne fait pas d'erreur. On dirait que c'est un défenseur que tu vois, il est solide, puis il est toujours dans la conversation, que ce soit de meilleur défenseur, même s'il n'est pas nécessairement au même sommet que peut-être l'année dernière ou les 2 dernières années. Et Seattle, LAFC. LAFC, ça change beaucoup de défenseurs aussi, malgré tout. Alors, il y a peut-être Murillo, mais qui a été leur défenseur le plus constant, si vous regardez les matchs depuis le début, mais c'est peut-être pas une étoile en ce moment, à mon avis. Fait que j'ai mis Yamar Gomez. Okay. Moi, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais vu qu'on a vu Red Bull souvent, Reyes à la défense de Red Bulls. Il est bon, jeune, mais il est capable de... Capable de tout puis de rien, mais... Exactement. Les matchs que j'ai vus, j'ai trouvé qu'il était vraiment solide puis qu'il dérange, mais comme tu l'as dit, il y a d'autres matchs. Il y a 2 buts contre son camp, c'est le meneur pour les buts contre son camp aussi. Donc, mais j'ai un penchant, c'est comme un faible pour le bon moment qu'il apporte, puis tu dis, OK, ce gars-là, il y a quelque chose avec lui.
Tu sais, dans la catégorie added goals aussi, on peut faire dire ce qu'on veut aux stats. Là. C'est qui le meilleur défenseur? C'est Robin Jensen d'Orlando. Ouais. Ouais, Justin c'est Glad est vrai. deuxième. Moreira de Columbus, qui connaît une bonne saison, est troisième. Ouais. Edges, quatrième. Puis Zimmerman, cinquième. OK. Mais Gomez puis Zimmerman, parce que justement, Nashville, ben, il va en avoir deux, puis Gomez, puis Seattle aussi. Mais bon, c'est deux défenses de fer. Puis là, on arrive à mon gardien de but. Ah, c'est Gardien de quand même pas but. facile. T'as mis qui, toi? C'est pas facile. T'en Moi, rappelles-tu de qui t'as mis? parce que j'aime bien Petrovic, mais tu sais, il y a Burke, il y a Stephen Frey, André Blake. Mais j'ai été avec Petrovic parce que je trouve que, tu sais, je sais pas, c'est le penchant de l'année passée. Il arrive, il est performant. On le voit, il fait toujours souvent une arrêt ou deux clés pour New England. Mais tu sais, il y a Burke, je pense que je dis Burke, mais c'est Burke Burki, Roman Burki, le Suisse à Saint-Louis. ouais, Lui, puis il Joe Willis explose. à Nashville. À Nashville aussi, Joe Willis. En fait. Moi, j'ai mis même chose. Puis c'est là que je pense que on va avoir besoin d'aide. Puis il va falloir que je regarde les matchs, mais il va falloir que les gens qui nous écoutent nous aident peut-être via Twitter. Moi aussi, j'ai Petrovic. Puis je sais pas si tu as vu le match contre NYCFC le week-end dernier. Il y a 3 ou 4 arrêts. S'ils vont chercher des points, s'ils battent New York chez eux, c'est à cause de Petrovic. Puis cette année, il a fait des arrêts, il a gagné des matchs, Petrovic. Ça, c'est le test de l'œil. Le test de la stats, par contre, c'est Burki qui l'emporte. Hein. Dans les buts ajoutés, il est de loin premier. Parce qu'il y a deux stats différentes. Là. Le but ajouté, il est premier, puis Petrovic est 15e, c'est-à-dire. Puis dans les post-shot goal, là, plus, là, ça aussi, c'est compliqué, mais c'est le même principe. Il est premier, Burki, puis Petrovic est 12e aussi. Non, bon, les deux reçoivent le même nombre de tirs par match aussi. Ouais, parce qu'il y a un match, je me rappelle, Burke, il fait comme 3-4 arrêts sur la même action. Ouais. Et c'est tire à droite, fait l'arrêt, retire. Bon, ça aussi, ça te rajoute des stats. Donc, mais c'est pas pour enlever, là, il fait vraiment une superbe saison. Là, puis je pense qu'il est sur les lèvres de beaucoup à être présentement le gardien de but par excellence à la MLS. Saint-Louis, Nouvelle-Angleterre, c'est les seuls dans mon top 6 de la Ligue qui n'ont pas de représentant pour l'instant. Fait que c'est soit Saint-Louis qui est 5e ou Nouvelle-Angleterre qui est 6e que j'entre un représentant. Je suis encore en train de choisir. Bon, voilà, à vous de choisir. J'espère que ça vous a éclairé. Vous pouvez aussi, ceux qui nous écoutent, vous pouvez voter. Hein. Les fans ont un tiers du vote, les médias ont un tiers du vote, et puis les joueurs ont un tiers du vote aussi. Votre vote compte, puis souvent, après ça, c'est que juste tout le monde se déchire. Ben, on vote-tu pour le même joueur ou on vote pour les joueurs qu'on veut? Parce que quand je parle de CF Montréal, là, c'est comme est-ce qu'on met pour Choignard ou José Roy ou peut-être Herrera ou Wanyama? Parce qu'il y en a qui ont des profils qui sont peut-être plus attirants pour la MLS à vouloir avoir à l'événement. Tu sais, je l'ai dit aussi parce que là, j'ai voté pour les meilleurs, puis surtout récompenser les équipes qui sont en haut du classement aussi. Mais j'ai pensé prendre d'autres options, en dire récompenser les petits marchés, représenter aussi. Mais en même temps, c'est un cossin de plus en plus, hein, le match des étoiles, puis il y a des gens qui aiment vraiment pas ça. C'est un truc nord-américain. Mais moi, ce que j'aime, dans n'importe quel match des étoiles, je revois, c'est l'enfant que j'étais, puis le plaisir que j'avais de voir les joueurs nommés, voir les joueurs ensemble, voir la pléthore d'étoiles qu'il y avait à chaque fois. Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, je me rappelle pas tant des matchs que de la présentation des joueurs. Même chose pour le basket aussi. Fait que je me suis dit, il faut que les meilleurs y soient. Puis les meilleurs, je pense que c'est pour eux que j'ai voté en ce moment. Fait que voilà. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est ceux qui sont le plus par excellence, c'est ceux qui aident leur équipe à être où ils sont au classement. Yes. Le vote, je pense, c'est le 14 juin. Hein. Donc, la semaine prochaine, si vous nous écoutez en direct, ou du moins, si vous nous avez pris dès que le balado est sorti. OK. Merci, Pat, pour ça. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va voir où on en est avec Lionel Messi, si c'est signed, sealed, delivered. Ouais. Puis pour le match d'étoiles, je ne sais pas si vous allez être là, Fred. Moi, je sais que j'y vais, parce que j'ai été invité, mais peut-être qu'on va être là aussi. On va être là. De là-bas. Fait qu'on pourra jaser de là-bas. On va pouvoir aller au Capitole ensemble. Tu sais que j'ai été au Capitole la semaine dernière, puis j'ai été la journée où ils ont remonté le plafond de la dette. J'étais à côté du bureau de Kevin McCarthy. Puis que son aumônière, qui est sortie tout juste avant, elle m'a poussé. J'ai été poussé par l'aumônière de Kevin McCarthy. Elle m'a bousculé. Je suis pas très. Je pense pas que c'est sa foi qui
qui lui a prescrit ça. Je pense Je pense pas. Mais bon. J'espère qu'elle a fait une prière supplémentaire. Bref, j'ai réglé le problème de la dette, du plafond de la dette aux États-Unis. En tout cas, ouf, ils en ont une de temps. On est dans les trions là-bas. Donc, Ouais, voilà. C'était vraiment une semaine. La semaine dernière, on a fait on en a parlé, hein, c'est la séquence de liberté. Hey, le stade, juste te dire deux choses. Le stade à Philly, il est super loin, alors que je dis souvent que c'est la culture urbaine, hein, dans les stades de MLS. Là, pour t'y rendre, ça te prend un truck. Puis il y a des tailgates autour, mais avec beaucoup de camions, un peu plus NFL. Alors, je revois peut-être ma perception justement de l'amateur de soccer aux États-Unis. ouais, Puis, parce que Chester, c'est pas le coin le plus non. huppé, si on va dire, de PFI. Donc, C'est loin quand même de Philadelphie aussi. ouais, Pensez ouais. Canada, même pire là, si vous êtes un amateur de hockey par rapport aux sénateurs. Puis l'autre chose, hey, c'est la maison de Sébastien Letout. Hein? Oui, Écoute, il y je a pense que tu as des. envoyé la photo. Il était là dans la première année d'existence. Donc, il a laissé une belle empreinte là-bas à Philly, là, que ça démontre comment les gens ont une marque de reconnaissance de ce qu'il a fait Ouais. lorsqu'il était à l'Union. Puis bon, je pense qu'il y a encore un lien aussi avec le club et tout. Donc, Oui, il est encore. il habite là-bas. Il habite là-bas encore. Ouais, puis ils font une espèce de show d'avant-match aussi, mais sur l'écran géant. Hein, OK. puis pendant que les joueurs s'entraînaient, je ne sais pas s'ils l'ont entendu, mais pendant que les joueurs s'entraînaient, il dit Philadelphie est clairement meilleur que Montréal, alors c'est à eux de gagner ce soir. Je dis, est-ce que je ne sais pas si ça motive les joueurs de Montréal qui se font dire ça. Ils disent, ouais, Montréal est vraiment moins bon, vraiment plus poche que Philadelphie. C'était spécial à l'avant-match. J'écoutais ça de ma position. Je me suis tout de suite retourné vers Montréal en essayant de voir s'il y a des joueurs je ne sais pas, qui ont envoyé le finger ou quelque chose. En tout cas, voilà. Il a droit à ses opinions. D'ailleurs, on peut l'entendre sur MLS Season Pass naturellement. OK, bon, une pause, puis on revient dans 16 jours à peu près. Patrice Bernier, merci beaucoup. Merci Kevin Laramé aussi, qui est notre... Hey, Kevin, sans lui, allons. lâche pas mon Kevin. Lâche pas mon Kevin, qui a été un compagnon de voyage super aussi. Ouais. Qui a fait le tour de Washington en masse. Vous allez voir ses photos sur son Facebook. OK, salut!